Bonjour et bienvenue sur Bassin People TV dans notre émission spéciale VIP. Alors aujourd'hui je reçois un ex-grand reporter à VSD qui est devenu la hantise des footballeurs. C'est monsieur Jérôme Gessel. Bonjour Jérôme, comment vas-tu? Bonjour, super bien, le soleil, Arcachon, les jolies filles. Il fait beau. Magnifique. Faut pas que tu regardes trop les jolies filles, il faut regarder la caméra. Ouais, d'accord. Hein, mais le caméraman est pas mal non plus, hein, donc ça va. Oui, il a de belles oreilles avec un beau casque, tout va bien. On va commencer avec Sexus Footballus Ticus. Voilà. Alors, c'est toi qui as déclenché l'affaire Zaya, alors raconte-nous un peu. Exactement, en fait, je m'intéresse à la vie un petit peu cachée des footballeurs. Et ce qui m'intéresse, en fait, c'est le décalage qui existe entre l'image qu'ils veulent donner dans les médias, à travers les publicités, et ce qu'ils sont réellement. Alors, ils passent tous pour des papas parfaits, des gens de vidéo. Et en fait, moi, j'aime bien un petit peu gratter et puis montrer, en fait, ce qu'est leur vraie vie. Pas pour dénoncer, mais aussi pour offrir une autre grille de lecture aux lecteurs. Pourquoi? Parce qu'on se rend compte que souvent, quand il y a une mauvaise ambiance dans une équipe de foot, c'est parce qu'il y a aussi des histoires de fesses, de rivalité entre footballeurs. Et ça peut expliquer plein de choses dans le monde du foot, comme des transferts qui se font comme ça sans qu'on comprenne vraiment. Et c'est ce qui m'intéresse aussi, d'offrir aux gens qui n'ont pas l'occasion de connaître vraiment le milieu, de pouvoir s'approcher des footballeurs, de vraiment leur délivrer des vrais scoops. Alors qu'est-ce qu'on trouve dans ce livre comme scoop? Parce que je sais qu'il y a eu des soirées où tu as participé avec oui, tu t'es un peu introduit de façon illicite. Exactement. Moi, ce qui m'a donné l'envie d'écrire Sexus Footballisticus, c'est je suis en reportage à Madrid pour VSD. On doit suivre les stars du Real Madrid à l'époque. Et je suis donc les Beckham, Zidane, Ronaldo le Brésilien. Et j'y suis au même moment que Ronaldo fête son 27e anniversaire. Ouais. Et donc je suis avec un paparazzo très malin espagnol et on se déguise en fait en serveur pour pouvoir aller à l'intérieur de la maison de Ronaldo. Et là, ce que j'ai vu est absolument hallucinant puisque j'ai vu à peu près 200 prostituées arriver chez Ronaldo. Et quand je racontais cette histoire, cette anecdote à des copains autour d'un dîner, ils me disaient mais Jérôme, tu devrais en faire un film parce que et un livre avant, évidemment, parce qu'il y a sans doute un film aussi qui va suivre. Mais tu devrais en faire un livre parce que c'est bien de raconter aux gens les secrets un petit peu d'alcôve des footballeurs. Alors dans ce genre de soirée, par exemple, qui paye toutes ces prostituées? Parce que 200 prostituées, ça va coûter un bras. Alors il faut savoir que dans certains clubs étrangers, ils ont la possibilité de mettre en note de frais les prestations tarifées de filles. Par exemple, au Bayern de Munich, ils arrivent à passer les prostituées en note de frais. C'est absolument hallucinant. C'est incroyable. Alors, c'est ce qui aussi peut expliquer la capacité d'un club à être attrayant pour les footballeurs. Ouais, quelque part. Alors, Zaya, raconte-nous un peu comment ça s'est passé. Eh bien, Zaya, en fait... Parce que ça fait un boom énorme dans le monde entier. Oui, ça fait un boom énorme dans le monde entier. C'est vrai qu'après l'affaire Zaya, comme j'étais le seul journaliste à avoir parlé de l'histoire de sexe dans le football, j'ai été interviewé par toutes les télés européennes. Et voilà, l'histoire Zaya, c'est absolument incroyable. C'est une fille qui était inconnue évidemment du grand public, mais très connue des footballeurs et du monde du business et de la politique. Et le fait qu'elle touche avec Ribéry va la propulser vraiment sur la piste aux étoiles. Et aujourd'hui, Zaya, elle est connue de tout le monde. Karl Lagerfeld dans un film de ses égéries. Donc c'est une histoire en même temps furieusement contemporaine. Pourquoi? Parce que c'est une fille qui a seulement couché avec un footballeur qui s'appelle Ribéry. Et ça lui a permis d'avoir plein de gloire. C'est un petit peu le syndrome télé-réalité. C'est-à-dire que voilà, aujourd'hui on peut être propulsé, devenir riche en n'ayant pas fait grand-chose, si ce n'est coucher avec un footballeur. Et tu l'as rencontré? Oui, j'ai rencontré Zaya, ses avocats, sa mère. Voilà, c'est aussi. Ça s'est passé comment? C'était un peu conflictuel? Non, mais pas du tout, parce que en fait, moi, je suis pas là pour raconter des histoires. Les gens connaissent mon sérieux. J'ai écrit 6 livres jusqu'à présent. Et je n'ai pas eu un seul procès, donc tout ce que j'écris est sérieux, recoupé. C'est vrai, ils peuvent pas te... Si bien que, en fait, même si ce que j'écris, c'est vrai, est parfois un petit peu virulent et pas toujours très agréable pour les gens qui sont mis en cause, en tout cas, c'est la vérité. Donc ils ne peuvent pas
peuvent pas me dire que j'écris n'importe quoi, et c'est l'essentiel aussi. Et qu'est-ce qu'elle t'a dit? T'en as pas voulu? Non, mais parce que quelque part tu l'as propulsé vers la gloire finalement, c'est ce que tu étais en train de dire tout à l'heure. oui, mais non, au contraire, ces gens-là arrivent très bien, ils ont quand même un sens de l'opportunité quand même assez poussé. Et il faut savoir que Zaya, elle a 2 conseillers en communication avec elle, et oui, quand même, ils savent toujours ce qui est bon ou ce qui n'est pas bon pour eux. Hein. Donc là-dessus. Mais en même temps, je trouve que la façon dont elle gère sa carrière aujourd'hui est assez exemplaire. Et Ribéry alors? Alors Ribéry, c'est quelqu'un qui m'aime pas trop, je pense, et en plus je lui rends bien parce que c'est pas un joueur que j'aime beaucoup non plus. Pourquoi? Parce que ce qu'il a fait en 2010, où on lui demandait justement après l'affaire Zaya de rentrer un petit peu plus dans les affaires du football, mais les réelles affaires du football, c'est-à-dire bien jouer sur le terrain. Lui, il a été l'un des meneurs de la grève qui a fait la honte, vraiment une honte nationale au foot français devant toutes les caméras de télévision du monde. Et je pense qu'à ce titre-là, il aurait dû être sanctionné beaucoup plus durement. Et je pense qu'on n'aurait pas dû revoir Ribéry en équipe de France. Tu penses qu'il y a une injustice surtout par rapport à sa notoriété ou son talent de footballeur? Non, mais je pense par rapport à quoi? Parce que c'est trop compliqué de sanctionner quelqu'un comme Ribéry. C'est trop compliqué de sanctionner quelqu'un comme Ribéry parce que Ribéry, c'est aussi le propre drapeau de Nike. Nike, aujourd'hui, c'est le principal sponsor de l'équipe de France. Hein. Il verse chaque année 42 millions d'euros. Autant que le Qatar. C'est énorme, encore plus que le Qatar. Donc on ne peut pas se priver d'un joueur comme Franck Ribéry pour tout l'aspect commercial. D'accord. Mais est-ce que tu l'as croisé? Est-ce que tu l'as rencontré? Oui, moi, Ribéry, je l'ai croisé, mais je l'ai rencontré. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Il t'a agressé? Non, mais pareil. Ils savent que j'ai une grande gueule et ils ne s'amusent pas à m'agresser parce que je serais capable devant les plateaux de télé de dire un tel m'a appelé pour me menacer de mort. Ouais. Donc c'est pas un risque qu'ils prennent. Donc tu n'as pas peur avec eux? Non, mais moi j'ai absolument pas peur. Enfin, il n'y a aucune raison d'avoir peur. Hein. On est quand même dans un pays démocratique. Ouais, tu as des gens qui sont sanguins, Ribéry est connu pour être un sanguin. Oui, mais non, écoute, j'ai pas vraiment j'ai pas peur, non, mais simplement Ribéry, il sait aussi que j'ai écrit la vérité. Donc qu'est-ce que tu veux qu'il me dise, Ribéry? Il peut m'insulter et dire ce qu'il veut, mais il sait que ce que j'écris est la vérité. Donc moi j'ai la vérité avec moi et c'est quand même le meilleur allié. C'est ça. Bon alors après tu es passé sur un scandale autre que les footballeurs, sur la Société Générale, parce que je crois que tu as rencontré Jérôme Kerviel. Ouais, j'ai rencontré Jérôme Kerviel, on avait fait un truc très sympa avec VSD puisqu'on avait fait une image, une photo où il retirait de l'argent en fait dans le guichet de la Société Générale. Ça a fait le buzz d'ailleurs cette photo. C'était super drôle. Et puis ce qui m'intéressait en même temps c'était un petit peu son parcours humain à lui, savoir pourquoi il en était arrivé là, en fait, à miser 10 fois les fonds propres de la banque. Je trouvais que c'était une espèce de héros un peu moderne. Et ça m'intéressait de percer un jour un petit peu ce qu'il pouvait avoir dans le crâne. Et voilà, donc alors la finalité. Alors, vous savez, Jérôme Kerviel, aujourd'hui, il est quand même c'est un être qui est devenu un être médiatique déjà, médiatique, dans le monde entier, hein. mais qui est seul malheureusement. C'est-à-dire qu'il a mené un combat contre la Société Générale, mais c'est le pot de fer contre le pot de terre. Et aujourd'hui, il attend avec une certaine fébrilité son procès, en tout cas le mois de décembre. Le délibéré en appel qui aura lieu en octobre, le 21 octobre. Et il risque je l'ai vu la semaine dernière dans le train, et il est assez tendu parce qu'il risque de retourner en prison. Vraiment. Ouais. Mais alors lui, il t'a expliqué pourquoi il a fait ça, en fait, pourquoi? Lui, ce qu'il explique, c'est qu'en fait, c'est la banque, ses supérieurs qui l'encourageaient justement à miser au-delà de leurs fonds propres. Voilà. Sachant pertinemment qu'ils prenaient un risque énorme. Exactement, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'au début, quand Jérôme Kerviel joue comme ça des fonds énormes, ça gagne. Donc ils l'ont laissé gagner. Et le jour où il a perdu, ils ont tout remis sur lui. Ils ont tout remis sur lui, il a été abandonné de tous. Mais en même temps, c'est une tragique histoire humaine parce que je vous disais que Jérôme Kerviel était aujourd'hui un homme seul. C'est vrai que pour préparer son procès, par exemple, il s'est séparé de sa petite amie parce que le procès, cette affaire de la Société Générale, ça occupe toutes ses pensées chaque seconde. Il n'a pas un instant où il peut penser à autre chose. Il est devenu monomaniaque et il a 35 ans aujourd'hui et c'est un être qui est affaibli et
voilà, et que moi je trouve touchant parce que voilà, je trouve que son combat, il est compliqué parce qu'il est complètement déséquilibré. Hein. C'est vrai qu'on a préféré en faire un bouc émissaire. Et entre un bouc émissaire et 160 000 salariés, le choix est vite fait, quoi. Donc ils n'ont pas un moyen de se protéger dans des conditions comme ça, parce qu'on les laisse miser, mais il n'y a rien qui un trader ne peut pas dire voilà, ok, je vais jusqu'à temps, mais vous me le garantissez. Non, mais dans le monde des affaires, tout n'est pas écrit noir sur blanc, et puis il y a parfois beaucoup de non-dits, de caractère implicite des choses. Parce que tout est officieux quelque part. Voilà, c'est ça, tout est un peu dans le secret. C'est un peu comme dans la politique. Exactement. Exactement. Si ça va pas, t'es mort. Exactement, c'est un peu ça. Ouais. C'est un peu le monde de la jungle, mais voilà, mais comme on le retrouve dans tous les milieux où il y a beaucoup d'argent et de pouvoir, dans le foot, dans la banque, voilà, ce sont des choses qu'on retrouve régulièrement. Et lui, tu l'as vu la semaine dernière, comment il sent son procès qui arrive? Est-ce qu'il pense qu'il a une issue de sortie ou est-ce qu'il est d'avance? Lui, il le voit comment lui? Lui, il espère vraiment ne pas retourner en prison. Et bon, maintenant, je pense que malheureusement, je pense que tout concourt à ce qu'il y retourne, évidemment. Tu penses qu'il va y retourner? Ouais, je pense que je pense que la justice française pourra en faire un exemple, une espèce de commissaire, comme je dis, va l'assaisonner en termes de. C'est quand même triste. Oui, c'est triste. C'est triste. Alors de la Société Générale, tu reviens dans le foot. Alors la décennie décadente du foot français. Ouais. Alors la décennie décadente, donc c'est 10 ans de descente aux enfers. C'est 10 ans de descente aux enfers, c'est 10 ans de défaite, 10 ans de scandale. Et puis on y est encore, et puis ça se termine pas, et on se demande quand ça peut se terminer, parce que en même temps, ce qui est intéressant, c'est que l'équipe de France, ça reflète aussi un petit peu la société dans laquelle on vit aujourd'hui. Et là, on se rend compte que dans le vivre ensemble, en équipe de France, il y a beaucoup de problèmes, comme il y a beaucoup de problèmes dans le vivre ensemble également dans la société française. Donc moi, j'aime bien aussi donner une dimension un peu société à mes enquêtes, c'est-à-dire ça traite du football, mais en dehors de ça, ça traite aussi de la société française en général. Nous sommes toujours avec Jérôme Gessel. Alors Jérôme, on était parti sur ton dernier livre, ouais. La décennie décadente du foot français. Alors qu'est-ce qu'on peut retrouver là-dedans? Parce que cette descente aux enfers des Bleus, elle a commencé comment? Elle commence en 2002 lors de la Coupe du Monde en Corée. Ouais. C'est-à-dire qu'on est olé par la gloire de la Coupe du Monde 98 et par la victoire à l'Euro 2000. Zidane, et on a toujours voilà, les images de Zidane. C'est la période Zidane. Et on croit qu'on va aller en Corée et gagner sans jouer, quasiment. Et donc là, c'est l'explosion du foot business, c'est-à-dire qu'on accumule des matchs amicaux contre la Belgique, la Corée, et là, c'est le drame parce que Zidane se blesse. Et on a fait jouer Zidane alors qu'il était déjà très fatigué par une saison épuisante, mais on a fait jouer Zidane, et ça on le raconte dans le livre, pour des contraintes économiques, c'est-à-dire que quand on fait les sponsors, voilà, les sponsors ont fait pression pour que Zidane joue un match alors qu'il était diminué et qu'il y avait de graves dangers entourant justement ce match-là parce que lui-même se disait fatigué. Et ce qui devait arriver arriva, Zidane se blesse, et c'est vrai que l'équipe de France sans Zidane n'est plus la même équipe de France. D'autres joueurs sont complètement démobilisés à l'image de De Sailly qui ne va même plus s'entraîner. Il préfère tourner des spots de pub pour un opérateur téléphonique. Donc c'est une espèce de débandade comme ça qui va continuer pendant 10 ans. Alors on a l'épisode 2006 qu'on raconte dans le livre, qui est un petit peu l'arbre qui cache la forêt. C'est le retour de Zidane en équipe de France. Il parvient à mettre l'équipe de France en finale de la Coupe du Monde en Allemagne, et en tirant évidemment sa révérence de la plus triste des manières, parce que c'est le coup de boule qui va être son dernier geste. Alors ce fameux coup de boule, je voudrais que tu m'en parles, parce que toi tu sais exactement ce qui s'est passé et tu sais pourquoi il a mis ce coup de boule. Voilà, exactement. Donc ça c'est un des scoops du bouquin, oui. Parce qu'on a tout dit sur Materazzi, etc., ce qu'il avait dit, mais non, Materazzi, il s'en prend à la femme de Zidane. Pourquoi? Parce que qui est d'autre que Véronique Zidane. Pourquoi? Parce que
en Italie, il y a des rumeurs comme quoi Véronique Zidane, mais c'est simplement des rumeurs, hein, aurait des relations, ou en tout cas aimerait bien, ou serait tombé sous le charme d'un certain Pippo Inzaghi, qui est l'avant-centre de la Juventus. Et à l'époque, Zidane jouait à la Juventus de Turin, donc Materazzi vraiment appuie là où ça fait mal. Mais son but à Materazzi, c'est de faire perdre les pédales à Zidane, et il réussit, il parvient vraiment à réussir son coup, puisque Zidane lui donne un coup de boule. Parce que ce qui a été dit, évidemment, c'était de la com, dire qu'il avait insulté sa mère ou sa sœur, ça il l'entendait tous les week-ends sur le terrain, donc c'est pas ça qui allait déclencher son pétage de plomb. Alors il lui a dit quoi? Il lui a dit, parce que Materazzi lui tirait le maillot, et Zidane lui a répondu, si tu veux mon maillot, je te donnerai après la fin du match. Et ce à quoi Materazzi a répondu, si je veux ton maillot, je te le demanderai à Inzaghi. Voilà. Donc bon, c'était assez drôle en soi, mais en tout cas Materazzi a réussi à le déstabiliser, puis à gagner la Coupe du Monde en 2006, quoi. Et après, malheureusement, mais ça on le raconte, on a eu le pire sélectionneur de l'histoire du football français avec Raymond Domenech, qui n'a jamais su diriger son équipe. Et puis là, aujourd'hui, mauvais communicant aussi. Mauvais communicant. Et puis aujourd'hui, on doit assumer cet héritage qui est un héritage vraiment plombé. Et puis, on n'en voit pas la sortie, la petite lumière, la petite étincelle qui permettrait de rêver encore un peu. Et qu'est-ce que tu penses du fait quand il a annoncé son mariage, juste après une défaite comme ça? Est-ce que en communication, tu as trouvé ça comment? Eh ben, si tu veux, lui, il l'a fait exprès, justement, en termes de communication, parce qu'il s'est dit, si je parle de mon mariage, personne ne va parler du résultat désastreux de l'Euro, et ça a marché. Ça a marché, vraiment. Parce que tout le monde a parlé du mariage, plus personne n'a parlé de tactique ou des manques de jeu en équipe de France, et il a pu re-signer 2 ans en équipe de France. Donc son but a été atteint. Il faut savoir que Raymond Domenech, en dépit des airs un peu lourdeaux qu'il peut afficher, c'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup, qui est très calculateur, et qui n'avait qu'un objectif, c'était de rester le plus longtemps en équipe de France, en tant que sélectionneur. Même si ça a été le plus mauvais sélectionneur, je le dis, de l'histoire du football. Comme beaucoup de gens le pensent ici. Donc après Zidane, donc c'est là où ça plonge. Alors, oui, pourquoi? Parce que l'héritage Zidane, évidemment, il n'est pas assuré. On présente de nouveaux joueurs comme Ribéry, déjà comme les nouveaux Zidane, etc. Pourquoi est-ce que c'est Ribéry qui a repris le flambeau? Non, parce qu'il n'en a pas les capacités. C'est un bon joueur, Ribéry, mais il n'a pas les capacités de fédérer autour de lui. On voit bien, on raconte dans le bouquin, Ribéry s'est fâché avec beaucoup de monde dans l'équipe de France. Il s'est fâché avec Nasri, il s'est fâché avec Gourcuff. Donc c'est pas un joueur, c'est pas un leader naturel, c'est pas quelqu'un qui est capable d'entraîner tout un groupe derrière lui. Et Zidane était capable de le faire sur le terrain grâce à sa technique, mais Ribéry n'a pas ces possibilités-là, et c'est dommage. Et aujourd'hui, on n'a pas ce joueur-là capable de rassembler autour de lui. Vous savez, l'équipe de France a connu 3 grandes époques. La première époque avec Raymond Kopa, qui était un joueur emblématique, et la seconde avec Michel Platini, et la troisième avec Zinedine Zidane. Et aujourd'hui, on est un peu orphelin d'un grand joueur capable de mener l'équipe de France sur les sommets du foot mondial. Alors tu parlais de ses relations avec Gourcuff. Alors qu'est-ce qui s'est passé dans l'avion? Qu'est-ce qui s'est dit et pourquoi ils en sont arrivés là? Alors malheureusement, il y a une vraie rivalité, ce qu'on raconte dans le bouquin, il y a une rivalité entre Gourcuff et Ribéry. Ribéry qui est un petit peu la gueule cassée contre le beau mec, il y a tout qui les oppose. Tu veux dire qu'il est moche? Ouais, Ribéry, enfin en tout cas, s'il a une beauté spéciale, cachée. Et comme dit Gainsbourg, la beauté cachée d'Ailé se voit sans délai. Mais en tout cas, c'est vrai que Ribéry, c'est l'anti-Gourcuff, dans tout. C'est l'opposé. C'est l'opposé. Ribéry est un gamin qui vient de la cité, qui a eu une enfance difficile. Gourcuff a une enfance plus tranquille, plus bourgeoise, plus éduquée aussi. C'est le beau mec contre le mec, voilà, un petit peu cassé par la vie. Et donc il est jaloux. Il est jaloux, et ce qui va les opposer aussi, c'est que c'est vrai qu'on présente Gourcuff comme une icône gay, comme quelqu'un qui attirait beaucoup les sponsors, mais il attirait les garçons, les filles, tout le monde Gourcuff. Et ça a créé vachement de jalousie au sein du groupe France. Et on raconte par exemple que quand Gourcuff a fait des affiches 4x3 en bas des Champs-Élysées pour son équipementier,
tout le monde était fou de rage, quoi, parce que c'était Gourcuff qui devenait la vedette de l'équipe de France. Et ça, Anelka, Ribéry et autres Evra ne l'ont jamais accepté. Et il y a des anecdotes, mais absolument accablantes, où on apprend qu'à l'entraînement, personne ne lui fait de passe. Mais le pire, c'est que personne ne lui fait de passe, même en match. C'est-à-dire qu'on l'écarte complètement. Ils sont prêts à mettre en péril leur équipe pour un problème d'ego. Exactement. Donc on en est là alors. C'est ça qui est fascinant. Oui. Et on peut se dire, mais non, mais quand ils sont sur le terrain, ils jouent tous dans le même sens, etc. Et non, comme tu dis, pour un problème d'ego, ils étaient capables de faire sombrer l'équipe de France tout entière. Et ça, c'est absolument fascinant. C'est assez incroyable. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans l'avion? Parce que ça... dans l'avion... Il est insulté. Tu en parles quand même dans ton bouquin. Dans l'avion, Ribéry et Gourcuff, on est obligé de les séparer parce qu'ils sont à deux doigts de se taper dessus, quasiment. Pourquoi? Parce qu'il y a un tapette malencontreux qui fuse. Il faut savoir que Ribéry, durant la Coupe du Monde 2010, n'a eu de cesse que d'insulter Gourcuff et que des propos homophobes. C'était genre la fiotte, va mettre ton chasuble rose, parce que comme il avait fait la une de Tétu, tout le monde pensait, tout le monde pense qu'il est gay. Voilà, c'est sans doute plus complexe que ça, et s'il a envie de dire qu'il est gay, ça lui appartient à lui seul. Alors, donc ça pose réellement un problème dans le foot d'être gay. Oui, il faut savoir que le monde du football, c'est le monde le plus homophobe qui soit. C'est-à-dire qu'il y a des joueurs homosexuels qui aujourd'hui n'assument pas cette sexualité et sont obligés de se cacher, de se trouver des copines à Libye pour faire comme tout le monde. Et ça c'est triste parce que je pense que s'il y avait un grand joueur de foot qui faisait son coming out, ça serait une superbe manière de décomplexer justement plein de jeunes qui souffrent justement peut-être de leur différence. Et ce serait une façon de dire dans une société moderne, aujourd'hui on peut vivre comme on veut sans être pourchassé ou exclu de la société parce qu'on est différent. D'ailleurs, je crois qu'il y en a un très connu qui t'a fait cette confidence aussi. Oui, il y en a un très connu qui m'a fait cette confidence, mais vous voyez, il a préféré rester anonyme. Pourquoi? Parce que il voulait pas, il est encore en activité et aujourd'hui... et ça le desservirait. Oui, parce que vous connaissez... Il subirait tout ce que subit Gourcuff. Oui, évidemment, vous connaissez les supporters de football, et à chaque fois qu'il toucherait le ballon, il se fait traiter d'enculé ou ce genre de trucs. Donc, le problème aussi dans le milieu du football, c'est l'intelligence aussi bien du côté des joueurs que des supporters. Et il y a aussi tout un problème d'éducation à faire autour du football. Et tu disais que tu parles dans ton bouquin que dans une soirée qui... il y a eu un petit accident, c'est pas grave. Dans une soirée, tous les footballeurs arrivent avec plein de nanas et Gourcuff est arrivé tout seul. Voilà, donc tout ça pose tout de suite, et ça chambre beaucoup dans le milieu du foot. On se moque facilement, ça fait partie du jeu, ça fait partie du monde viril des vestiaires. Mais c'est vrai que quand on arrive tout seul comme ça, on se fait vite chambrer, vite exclure et puis vite taxer d'homosexuel. C'est ça. Alors comment tu vois toi l'avenir du foot en France? Moi j'aimerais le voir justement plutôt rose, pour faire la transition, sans faire le jeu de mots. Mais malheureusement, tout concourt à ce qu'il soit encore un peu sombre dans les prochaines années. On a changé de sélectionneur, mais je pense pas que ce soit vraiment quelque chose de révolutionnaire. Et je pense qu'il va falloir attendre encore quelques années pour retrouver une équipe de France qui soit digne de ce nom et qui puisse encore nous faire rêver. Donc pas d'optimisme, pas d'optimisme BA, voire les années qui vont suivre. Voilà, je pense même que la qualification pour la Coupe du Monde au Brésil va être très difficile. Vraiment? Oui. Ok. Bon, mais Jérôme, on est sur le bassin d'Arcachon. C'est un vivier de poissons et de coquillages, donc on va te poser la question qu'on pose à tous nos invités depuis quelques temps, à la demande de notre rédacteur en chef. Donc tu es plutôt huître ou plutôt moule? Je serais plutôt huître. Plutôt huître? Oui. D'accord. Mais j'aime bien les moules aussi, Ouais. Surtout à Arcachon, elles sont très bonnes. Cuite ou crue? Je les aime bien fraîches. Bien fraîches. Bien fraîches. D'accord. Ok. Et nettoyées évidemment. Voilà, pas avec plein de poils autour.
Jérôme, merci beaucoup. Merci. Et on te retrouvera bientôt pour un autre bouquin, parce que je sais que tu travailles sur un autre sujet, c'est quoi? Ouais, je travaille sur 2 bouquins, un roman d'amour et puis, tu passes à autre chose là. Oui, bah, Une histoire vécue peut-être. une histoire vécue, une histoire douloureuse, mais une histoire d'amour. Et toutes les histoires d'amour valent d'être vécues. C'est ça. Et peut-être aussi quelque chose au cinéma ou à la télé. Et peut-être quelque chose à la télé, en parallèle, justement sur une adaptation justement de ce roman. Ça nous fera une autre occasion de te réinviter, parce que c'est toujours un grand plaisir de t'inviter. Le plaisir est partagé. Eh ben, moi je vous dis au revoir et à la semaine prochaine. Nous étions avec Jérôme Gessel. Eh ben, au revoir à tous et à très bientôt. Au revoir Jérôme et merci beaucoup. Au revoir.